Bonsoir à tous les animaux politiques que vous êtes. C'est Aristote qui le précise, l'homme est un animal politique. Et dans son explication, il décrit l'homme comme doué d'un langage supérieur à celui des animaux, qui certes alertent ou crient quand ils ont mal. Mais l'homme, dit-il, je le cite, est le seul parmi les animaux à pouvoir discerner l'avantageux et le nuisible, et par suite le juste et l'injuste. Seuls les hommes ont la perception du bien et du mal, du juste et de l'injuste. Et or, poursuit Aristote, avoir de telles notions en commun, c'est ce qui fait une famille et une cité, les deux lieux naturels où s'exerce la vie politique. Alors on peut dire qu'on a trois dimensions dans notre façon de vivre la vie politique. D'abord, nous sommes des êtres humains et par essence, on vit en société dans des interrelations. Elles sont déjà politiques. Ensuite, on vit dans des sociétés qui sont organisées avec des institutions et le fait de participer à ces institutions, et pas seulement celles qui conquièrent le pouvoir, eh bien, c'est aussi agir en politique. Et puis la superstructure, les lieux d'exercice du pouvoir, les lieux de bataille avec ambition et conviction, ce qu'on appelle au sens plus strict la vie politique aussi bien sûr concerne notre réflexion. Alors, je voudrais d'abord proposer un regard à la fois impliqué et lucide sur l'ensemble du système politique dans lequel nous agissons. Et puis ensuite, je me permettrai de donner quelques clés ou de partager quelques clés pour agir pour la vie dans la vérité. Proposer un regard impliqué et lucide sur la politique. Si on en reste pour commencer sur l'engagement politique partisan, la conquête du pouvoir, on peut déjà dire qu'on a un très grand respect pour cet engagement politique, celui que certains d'entre vous ont au sein de partis ou parce qu'ils sont élus. On ne donne pas la parole ce soir à des politiques parce que ça poserait des équations impossibles en termes d'équité, mais on reconnaît bien sûr la générosité de l'exercice de la politique quand elle est faite pour le bien commun, j'y reviendrai. S'engager de ce fait pour nous en politique, pour chacun d'entre nous, c'est au moins voter. Je le dis parce que peut-être certains d'entre vous qui s'abstiennent de voter, eh bien, auront ensuite des scrupules à critiquer l'état dans lequel nous nous trouvons si ils n'ont même pas mis de bulletin dans l'urne. Je passe. Cependant, nous pouvons partager cette réflexion sur peut-être le regard que nous portons ensemble sur la vie politique avec, je pense, un excès à la fois d'attraction, de fascination et de répulsion. Un excès de fascination, on se passionne pour les joutes politiques, pour les comebacks, pour les guerres de nombril, pour les petites phrases. On va dépenser une folle énergie pendant des mois et des mois à chercher le leader providentiel. On va se disputer peut-être pour savoir lequel de nos poulains est celui qui va sauver la France. Est-ce que c'est véritablement ça qui va faire avancer la vie politique ? J'en doute. Il y a toujours le risque que nous cherchions, et c'est spécifique à la France, un gourou qu'on va encenser avant de le brûler. Nos amis suisses qui nous écoutent nous regardent aussi par leur petit écran et rient de voir la façon dont les politiques se vivent en France, eux qui ont une démocratie participative où pas une tête ne dépasse. Donc ça, c'est la culture française. Mais on peut la regarder avec un certain recul. Il est vrai que notre système politique est contestable par certains aspects dans la mesure où, on le voit bien, il privilégie aujourd'hui l'éphémère et le superficiel. Je ne parlerai pas de tels retournements de veste récents, mais simplement pour citer la façon dont la loi fin de vie a été évoquée par un de ses auteurs, c'est cette idée qu'on a maintenant, je le cite, un droit de ne pas souffrir avant de mourir. Un droit de ne pas souffrir avant de mourir. Alors bien sûr, il faut lutter contre la douleur, on l'a vu, on le verra, mais est-ce que ce n'est pas complètement angélique de promettre ça à la société? Est-ce que ce n'est pas la source de grande frustration? Et c'est peut-être ce que nous pouvons nous dire. Au demeurant, nous ne voulons pas imiter les foules versatiles. Nous ne voulons pas être des foules qui se manipulent et assumer pleinement que ce n'est pas le tout de suite que nous recherchons. Et à ce titre, je voudrais citer un mot que j'ai trouvé dans un livre de Gilles Herriard-Dubreuil où il évoque à propos de la démocratie véritable la montée en puissance des compétences démocratiques. C'est ce que nous vivons ensemble depuis 2012 et encore ici ce soir, le fait que petit à petit, nous apprenions ensemble à argumenter, à agir, à assumer que nous sommes effectivement tous politiques, sans brûler les étapes et avec patience. Et donc je passe à cette
ce deuxième point de ma première partie, en quoi sommes-nous tous politiques? Eh bien, nous sommes tout simplement tous engagés au service de la justice, tous appelés à agir au service de la justice, là où nous sommes, dans nos familles, dans nos villages, dans nos quartiers, dans nos entreprises. Et il y a bien des moments où nous pouvons ouvrir la parole, nous exprimer et puis prendre soin des plus faibles, prendre soin des plus fragiles, là où nous vivons. Nous nous impliquons au service de la cité. Un mot, bien sûr, est à creuser légèrement, c'est la notion de bien commun. Nous recherchons ensemble le bien commun. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas seulement la somme des biens individuels, c'est quelque chose qui nous appartient à chacun lorsque, ensemble, nous poursuivons le bien d'un groupe ou d'une communauté. Encore un village, une entreprise, la nation. Ce que l'on aime, on veut son bien. Et le bien commun, c'est un bien qui est partagé pour la justice, pour le bien-être de tous, pour nous tous ensemble dans les lieux où nous vivons. C'est aussi d'une certaine manière la bienveillance, veiller au bien de ce groupe. Ça suppose à la fois de prendre soin des personnes, de ces communautés, mais aussi d'utiliser l'ensemble des institutions qui structurent ces sociétés. Un exemple peut-être qui vous a marqué, c'est la magnifique façon dont les services de santé ont réagi aux attentats récents, où à la fois des soignants se sont précipités pour arriver, pour soigner, prendre soin, mais où l'organisation préalablement prévue par les autorités sanitaires a permis de sauver énormément de blessés parce qu'il y avait quelque chose en commun, une culture commune, des rôles bien définis pour tous ces soignants qui se sont magnifiquement organisés à Paris. Je vous proposerai une boussole pour agir dans le sens d'une culture de vie avec trois formules. La première, tout l'homme et tous les hommes, tout l'homme dans toutes ses dimensions, physiologiques, psychiques, intellectuelles, spirituelles, tout l'homme, sans aucune amputation, et tous les hommes, les plus ignorés, les plus méprisés, à tous les bouts de la vie et partout sur la planète. Voilà ce qui est le ressort du bien commun que nous recherchons pour les différents groupes et pour la famille planétaire dans son entier. Deuxième formule, toute la vie est la vie de tous, qui touche particulièrement Alliance Vita. Toute la vie est la vie de tous, sans aucune exception. Et puis, ces deux formules, elles dessinent finalement un humanisme intégral. C'est celui que vise le bien commun que nous cherchons. Alors, je pense que nous pouvons noter que entre la séquence précédente et celle-là, l'humanitaire et le politique, il y a une articulation naturelle. Cette articulation, c'est simplement celle qui fait que lorsque nos cœurs voient, lorsque nos mains agissent auprès des corps des personnes souffrantes, lorsque nous voyons ces injustices, nous sommes très naturellement les témoins de ces injustices auprès des décideurs et des élus. On le verra tout à l'heure avec Christian de Cacré. Eh bien, cette articulation, elle est propre à beaucoup d'autres associations qui agissent sur le terrain et qui prennent la défense de ceux qu'ils aident. C'est donc une action magnifiquement politique que nous assumons. Une dernière remarque sur la partie sur cette vie politique. Se pose la question de l'unité de la personne. Est-ce que moi-même, je sais me gouverner? Si, disait Confucius, un homme sait se gouverner lui-même, quelle difficulté aura-t-il à gouverner l'État? Mais celui qui ne sait se gouverner lui-même, comment pourra-t-il gouverner les autres? Peut-être qu'il y a déjà une politique personnelle intérieure qu'il faudrait faire. Mais, deuxième étape, c'est dans la famille que naît la véritable vie politique. C'est la famille qui est la source de toute autorité légitime, celle des parents, et qui pour autant dans leur famille commencent déjà à s'initier à la véritable politique, l'art du compromis, l'art de rechercher le bien commun de la famille pour le bien de tous, que ce soit en vacances ou dans la vie quotidienne. Ça interroge peut-être certains d'entre vous. Et puis ensuite, de ce fait, par étages successifs, nous sommes politiques aussi pour le bien commun dans les lieux où nous agissons. Par exemple, est-ce que dans vos copropriétés, dans nos colocations, dans nos villages, avec nos voisins, est-ce qu'on recherche le bien commun de tous ou est-ce qu'on défend simplement notre bien particulier? Question qui nous montre qu'il n'est pas si facile d'être véritablement politique au sens noble du terme, car souvent c'est nos intérêts particuliers qu'on va défendre plutôt que le bien commun qu'on recherche. Agir pour la vie dans la vérité, c'est ma deuxième partie, et là je me permettrai de vous donner succinctement quelques clés proposées. En citant la vie dans la vérité, qui est l'objectif de cette vie politique, selon Václav Havel, la vie dans la vérité, je voudrais citer encore ce qu'il dit, je le cite, « Un nouveau système ne garantit pas automatiquement une vie meilleure. Ce n'est que par une vie meilleure
qu'on peut instaurer un meilleur système. Autrement dit, on a les politiques qu'on mérite. Et ça ne sert de rien de peut-être espérer un grand changement après-demain ou de tirer à boulet rouge sur nos élus s'il n'y a pas une mutation culturelle, on le verra la prochaine fois, mais des changements radicaux qui nous appartiennent dans notre manière de faire de la politique étage par étage autour de nous. Alors comment le faire? Premièrement, je nous propose d'assumer la complexité des sujets. C'est souvent beaucoup plus complexe que des simples slogans. Un seul exemple qui nous concerne bien à Alliance Vita, le sujet douloureux et difficile de l'avortement. Bien sûr, c'est de la vie et de la mort, c'est blanc ou noir, ça paraît très simple. Mais la réalité de ce qui se passe dans les cœurs des gens, des lois, de la façon dont elles évoluent, de la façon dont des gens se décident ou ne se décident pas, dont on peut les aider, dont on peut les accompagner, les conséquences de l'acte, c'est d'une infinie complexité parce que le cœur de l'homme est compliqué et qu'il faut donc se pencher, comme Valérie nous y a invités, sur les réalités sociales pour, au-delà des slogans un peu faciles qui pourraient nous réconforter nous-mêmes, agir vraiment au service de la justice. Deuxième petite clé, ou clé importante, adopter un langage au service de la vérité. Nous sommes trop souvent piégés dans la guerre des mots par des mots que nous avalons tout cru. Je vous en donnerai un, moi qui, je sais pas, m'a toujours généré chez moi un énervement que j'exprime aujourd'hui comme un exutoire. La prostitution est le plus vieux métier du monde. Et pourquoi? En quoi cela serait-il vrai? En quoi mon regard sur les hommes et les femmes depuis le début ferait de la prostitution le plus vieux métier du monde? Est-ce que vous avez conscience que c'est une figure dialectique d'inéluctabilité qui pousse à la passivité absolue? Heureusement, les autorités françaises, dans ce domaine, sont pour l'abolition de la prostitution parce que, et c'est la ligne politique aujourd'hui du gouvernement, parce qu'elles considèrent qu'il n'y a pas d'inéluctabilité à ce phénomène si douloureux de la traite notamment des personnes et dont souffrent beaucoup de femmes, et des hommes et des enfants. Un langage de vérité, gare aux mots qui nous arrangent, mais qui rebondissent sur les cuirasses des personnes. Essayons de trouver des mots qui les touchent et les rejoignent dans leur propre expérience. Et pour cela, ayons conscience que ce que je dis crie plus fort. Ce que je suis, pardon, crie plus fort que ce que je dis. Ce que je suis crie plus fort que ce que je dis. Et donc, nous avons bien souvent nécessité de nous taire et d'être juste présents pour aider cette vérité et cette justice à jaillir dans le cœur des personnes. Une attitude d'écoute. Troisième clé, conquérir notre propre liberté. Pour aboutir à la vie dans la vérité, nous avons à avoir l'audace de la liberté. Ce courage qui nous manque, à moi-même, bien souvent, de dire cette vérité, ou en tout cas de travailler pour la justice en sortant peut-être de mes conforts. Václav Benda, dissident tchécoslovaque que j'aime citer, parle des rideaux de fer en miniature qui sont au sein même de nos consciences et nous voilent la pleine vérité, font comme des cases en nous. Alors j'y réfléchis un peu avec une formule que je me permets d'inverser par rapport à celle que vous connaissez. La liberté vous rendra vrai. Nous avons des conditionnements, nous avons des aliénations qui nous empêchent souvent d'accéder à la vérité sur la justice parce qu'elle va nous déranger. Je pense par exemple les plus jeunes. Lorsqu'il y a des rites initiatiques dans des écoles, où on nous pousse, où on vous pousse à faire des actes contraires à votre conscience, résister à ces rites initiatiques, dire un non ferme et bienveillant est quelque chose de très difficile pour ne pas être entraîné ensuite dans, au fond, l'injustice de comportements dans lesquels certains voudraient vous entraîner. À tout âge, nous pouvons aussi être, tentés par la tyrannie des systèmes dans lesquels nous sommes. Très difficile de prendre du recul par rapport à un système qui nous nourrit, financièrement, matériellement. Très difficile, surtout que les systèmes sont complexes, de prendre du recul par rapport à la gloire que nous apporte une position. Très difficile. Et d'ailleurs, je dois vous témoigner que, alors que depuis quelques années, j'ai vu beaucoup de personnes renoncer à des avantages, des jeunes ou des moins jeunes, l'ouvrir, prendre la parole, beaucoup d'autres, à d'autres moments, m'ont dit « je suis en position de force dans tel ou tel ministère, mais je suis à un endroit où je n'ai pas exprimé de conviction. Mais quand j'aurai plus de pouvoir, je le ferai. » Et bien souvent, ceux qui acquièrent du pouvoir ne le font pas davantage. Voilà pour les rites initiatiques ou pour les aliénations et cette nécessité de vraiment de se libérer, au fond, de se libérer de la peur de déplaire à sa caste. Ça nous pose la question, je me la pose souvent, quelle est ma caste? Quelles sont les personnes qui peut-être m'empêcherait d'avoir une parole vraie et forte parce que j'ai peur d'être rejeté par ce système dans lequel je me sens bien. Chacun a sa caste, mais chacun peut-être y réfléchira.
Quatrième et avant-dernière clé, agir avec prudence. Ça nécessite de savoir se taire parfois. Un grand spécialiste de fin de vie est venu nous voir et il m'a dit une phrase qui m'a touché. Il m'a dit « Mon père m'a dit, dans la vie, il y a des jours où il faut savoir fermer sa gueule et il y a des jours où il faut savoir l'ouvrir. » Ça veut dire qu'il y a des moments où il faut savoir se taire par prudence, hein, parce que mon heure n'est pas venue, parce que je pourrais agir impulsivement et tout casser. Donc prudence, et parfois, par contre, il faut savoir s'exprimer. Agir avec prudence, c'est comme une évidence pour que nous soyons aussi dans l'art du possible, plutôt que dans le tout de suite, que nous soyons dans le meilleur possible, sans compromission, mais tout de même avec prudence. Enfin, dernière clé, se relier. Nous sommes des fils et des filles, et ce n'est pas anodin de dire que nous sommes enfants de fils et filles. En nous reliant dans nos couples, dans nos familles, nous formons des fils qui sont inoxydables lorsqu'ils tiennent, et alors on peut composer un tissu social, un tissu dont les cellules germinales sont bien les couples et les familles, qui sont le lieu d'émergence de la vie politique et le lieu de structuration aussi de l'élan vers la vérité pour les jeunes. Du coup, nécessité d'être créatif à partir de ces fondements vers toutes ces périphéries, et c'est ce que tous les fondateurs nous montrent lorsqu'ils nous expliquent ce qui les a portés. Voilà, pour conclure, je citerai encore Václav Benda, qui nous encourage à occuper, je le cite, ce dissident tchécoslovaque du temps du communisme, occuper le moindre espace dont le pouvoir s'est temporairement retiré ou qu'il a jusque-là laissé en dehors de son emprise. Vous voyez les écoles qui sont créées, les journaux qui sont créés, les associations humanitaires, les gens qui aident les personnes dans les quartiers, tout ce foisonnement de notre famille de pensée, nous occupons des espaces de pouvoir délaissés par le pouvoir en place et nous assumons notre pouvoir politique tout en collaborant éventuellement avec le pouvoir en place qui peut nous y aider. Faire à nouveau, disait Václav Benda, reconnaître le caractère inaliénable de la dignité humaine et la nécessité du vivre ensemble dans la responsabilité et l'amour mutuel. C'est ce qu'il appelait la police parallèle, hein, le fait d'instaurer la vie dans la vérité partout autour de nous. Alors un dernier mot, eh bien, au moins lorsque nous semblons défaits, que la vérité soit dite. Et cette vérité, lorsqu'elle est dite une fois au moins par rapport à une loi injuste, elle résonne et elle fait des petits ensuite pour les générations suivantes. Je vous remercie.